Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler Montessori. Voilà, c'est ma deuxième vidéo sur le sujet, vous le savez peut-être déjà, et si c'est le cas, vous avez sans doute déjà vu ma vidéo précédente qui introduisait cette pédagogie, expliquait dans quel environnement on pouvait faire évoluer l'enfant quand on était branché Montessori, et puis vous donner des pistes pour ce qu'on pouvait proposer aux 0-6 mois. Et là maintenant on va parler des 6-18 mois, donc vous l'avez compris, la tranche d'âge 0-18 mois, qui est la tranche d'âge des plus petits en pédagogie Montessori, je l'ai fractionnée en deux parce que je me suis dit qu'il y avait quand même une petite marche, après 6 mois, marche que mon bébé a franchie, donc ça y est, j'aborde le sujet, sachant que cet espace qu'on propose aux 0-18 mois, il s'appelle, je vous le dis à titre d'info, il s'appelle le nido, c'est-à-dire le nid en italien, et en fait l'idée c'est d'avoir un lieu où on rassemble une certaine quantité d'objets qui vont soutenir les apprentissages de l'enfant, des apprentissages qui se font de toute façon naturellement, mais qu'on peut peut-être accompagner en fait avec du matériel qui serait adapté. Dans ma précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez-y, je parle des jouets de manière plus générale. Dans ma précédente vidéo, vous avez vu que j'étais pas du tout une puriste Montessori, je vous l'ai déjà dit, moi je pioche un petit peu dans tout. Aujourd'hui, je m'attarde un peu plus sur ce que la pédagogie Montessori propose, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut se restreindre à ça. Voilà, juste l'avoir en tête parce que ça peut quand même vous donner des idées et puis parfois vous aider à mieux comprendre pourquoi vous donnez telle ou telle chose à votre enfant. Donc les 6-18 mois, en gros c'est quand même une grande tranche d'âge, donc il se passe beaucoup de choses sur cette tranche d'âge, mais en gros c'est une phase où l'enfant va beaucoup avancer dans sa motricité globale, il va passer de quasiment rien faire à marcher la plupart du temps, puisque souvent à 18 mois les enfants marchent, et puis il va commencer à enregistrer de plus en plus de mots au niveau vocabulaire, donc au niveau de l'apprentissage du langage. C'est aussi une phase importante, sachant qu'il va en général dire son ou ses premiers mots, plus ou moins intelligibles, et puis plus ou moins conséquents en fonction des enfants. Moi, je connais des enfants à 18 mois qui ne disent rien, et d'autres... j'ai déjà vu une petite fille à 18 mois capable de faire des phrases très complexes pour son âge. Donc voilà, ça dépend vraiment des apprentissages de chacun, et l'idée n'est pas d'encourager son enfant pour qu'il devienne meilleur que l'enfant du voisin, ou je ne sais quoi, c'est pas ça, c'est juste de lui proposer un environnement suffisamment riche pour pas qu'il se retrouve j'allais dire s'ennuyer, c'est un peu idiot de dire ça parce que je pense pas qu'il puisse s'ennuyer, mais comment dire, je crois que c'est important de lui donner quelque chose à manipuler, à expérimenter, parce que sinon il peut vite être dans de la frustration, parce qu'en fait ils sont quand même assez petits à cet âge-là pour... trop petits pour aller chercher d'eux-mêmes plein de choses, quoi. La plupart des choses qu'ils manipulent, c'est les choses que vous leur donnez, donc c'est quand même un petit peu de votre responsabilité de réfléchir à ce que vous leur donnez, sachant que même si on propose pas grand-chose à son enfant, même si on le laisse dans son jus, là, je pense que de lui-même, il va petit à petit expérimenter les choses et finir par trouver. Je pense pas, perso, je fais pas partie des personnes qui pensent que les enfants ont besoin d'être stimulés. Pour moi, ils ont juste besoin d'être soutenus dans leurs apprentissages. Mais voilà, si vous pensez aussi qu'il faut leur proposer des choses, parce que vous n'avez pas envie de les laisser mariner comme ça par terre, ou tout simplement que vous avez un enfant qui vous rappelle à l'ordre si vous ne lui proposez rien en vous hurlant dans les oreilles, du coup je vais vous donner des pistes. Voilà, comment faire si vous êtes branché Montessori et que vous ne savez pas quoi donner à votre enfant de plus de 6 mois. Alors, déjà, pour soutenir sa motricité globale, Maria Montessori, elle suggère d'avoir chez soi ce qu'elle appelle un triangle de brachiation. Qu'est-ce que c'est ? C'est un triangle avec des barres qui sont censées aider l'enfant à se hisser en position debout. Je pense que ça n'est d'aucune utilité, je suis désolée, mais à mon avis, il y a dans l'environnement de votre enfant largement assez de choses pour qu'il puisse se hisser s'il en a envie. Le lit à barreaux, la baignoire, la table basse, le canapé, les barres qui sont sur les tiroirs de votre cuisine, à voir en fonction de la solidité de votre cuisine, mais
voilà, l'enfant il va trouver des trucs sur lesquels s'appuyer pour se hisser debout. Donc vraiment, si vous y tenez, vous prenez une barre, une tringle à rideau et puis vous la fixez à hauteur pour que quand l'enfant est au sol et qu'il tend les bras, il puisse l'attraper. Mais à mon avis, c'est pas nécessaire de vous embêter avec ça. Il se mettra debout quand il se mettra debout. Il trouvera ce sur quoi s'appuyer. Par contre, c'est vrai qu'une fois qu'il commence à se déplacer, ça peut devenir un petit peu pénible. Au début, il se déplace comme ça en tâtonnant droite-gauche en fonction des objets qu'ils trouvent. Et puis à un moment, ils ont vraiment envie de marcher, quoi, d'avancer. Et ça peut être un peu pénible quand ils vous prennent la poubelle et qu'ils vous la baladent à travers la maison parce que c'est le seul truc qu'ils ont trouvé pour avancer. Donc à ce moment-là, je rejoins un petit peu Maria Montessori quand même pour dire qu'un chariot de marche, c'est pas du luxe. Donc je pense que c'est pas mal, effectivement, d'en avoir un. Pensez bien fonctionnalité, parce que même si l'esthétisme est important, un chariot de marche qui a des roues qui marchent pas, un chariot de marche qui bascule quand l'enfant s'appuie dessus, bon, ben voilà, c'est pas très stratégique, quoi. Donc nous, le nôtre, il est pas esthétique, mais par contre, il est stable, il est solide et j'ai pas peur que mon enfant il casse quelque chose enfin voilà. Donc pensez quand même fonctionnalité sur le chariot de marche, c'est important, c'est quand même quelque chose sur lequel votre enfant va prendre des gros appuis, notamment au début. Donc voilà. À réfléchir, à essayer en magasin si c'est possible. Les autres choses dans la pédagogie Montessori qui sont encouragées sont des choses, à mon sens, qu'on ne peut pas trop falsifier chez soi. C'est-à-dire qu'en motricité globale, il est conseillé de laisser son enfant expérimenter des marches, des plans inclinés, des plans instables, etc., des surfaces verticales, parce que l'enfant n'a pas besoin uniquement d'être à l'horizontale, de marcher, etc. Il a aussi besoin à la verticale de grimper, d'escalader. Ouais, ok, mais chez soi, on n'a pas une salle de sport, quoi. Donc, moi, j'ai même pas de marche, je suis en appart. Donc, voilà. Chez moi, j'ai pas forcément tout ce qu'il faut pour que mon enfant expérimente. Mais, comme je disais tout à l'heure, il va trouver quand même des choses. Il va grimper sur les canapés, il va monter sur les lits. Voilà, il va trouver des choses et si vous voulez l'accompagner un peu plus, vous l'emmenez dans un espace de motricité, dans une ludothèque, vous l'emmenez chez la mamie ou la tata, je ne sais quoi, qui a des escaliers, sachant qu'on est d'accord, on ne met pas un bébé en haut des escaliers comme ça et puis on regarde ce qui se passe. C'est une question de bon sens, on l'accompagne et puis au début l'idéal est de démarrer juste par une petite marche. Des fois il y a juste une petite marche qui fait transition entre deux espaces, c'est pas mal pour démarrer si vous connaissez... quelqu'un chez qui il y a ça, c'est pas mal pour démarrer parce que vous allez voir, ça va lui faire bizarre la première fois qu'il va capter qu'il y a une différence de niveau. Il va vraiment être étonné, c'est sympa, je trouve, à voir comment ils sont surpris. Voilà, mais après, de toute façon, ces différences de niveau, ils les appréhendent de toute façon dans leur quotidien. Vous avez aussi les espaces, les lieux de jeu là pour enfants, comment ça s'appelle Galipi, Whoopi, des trucs comme ça. Vous pouvez aussi y emmener votre enfant à partir du moment où il commence à être un petit peu moteur. Ça peut être intéressant pour lui faire appréhender des choses en toute sécurité. Et voilà, et c'est comme ça Et puis aussi en extérieur, si vous allez dans un parc et que vous avez une surface avec de l'herbe, parfois c'est pas très lisse, parfois ça monte, parfois ça descend, donc c'est comme ça aussi qu'il appréhendera qu'il existe différentes surfaces. Et puis voilà, ça va être l'été, peut-être que vous allez à la plage, il va comprendre qu'il peut aussi être sur une surface qui est molle, à savoir le sable, ou enfin le sable sec ou dur s'il va sur le sable mouillé, voilà. Donc de toute façon, je pense que dans la vie, en faisant des choses, votre enfant va l'expérimenter et qu'il n'est pas vraiment nécessaire de construire chez soi des choses particulières. Pour moi, c'est pas vraiment fondamental. Par contre, toujours sur la motricité, mais la motricité fine, les apprentissages manuels que l'enfant va faire, c'est vrai que Maria Montessori, elle recommande d'avoir du matériel un peu spécifique. Donc soit vous êtes riche et vous en achetez vraiment du matériel Montessori en boutique Montessori, etc., spécifiquement dédié à ça. Soit vous avez prévu d'avoir plein d'enfants pour rentabiliser le matériel, mais sinon si c'est pas le cas, moi j'ai des petites astuces à vous donner. Alors première activité qu'on propose en général, c'est une activité d'empilement. Vous avez des anneaux à mettre sur une tige.
Donc je vous propose, si vous avez chez vous un support à essuie-tout en bois c'est plus esthétique, de récupérer ce support et puis d'acheter une dizaine d'anneaux en bois chez Casto et de mettre ces anneaux en bois. Je dis chez Casto, enfin c'est comme ça le truc qui me vient, mais il y en a partout, hein, les grandes surfaces, Leroy Merlin et compagnie, il y en a partout. Enfin, Carrefour, Leclerc, ce que vous voulez. Du coup, vous mettez ces anneaux sur le support à essuie-tout et ça vous fait un jeu pour enfants, voilà. Autre chose, vous pouvez aussi, au fur et à mesure que l'enfant sera plus à l'aise, avoir des anneaux plus petits, avoir des anneaux dans d'autres matériaux, donc dans de la ferraille, dans du plastique, voilà, vous pouvez varier. Vous pouvez aussi avoir un support, donc là du coup c'est à vous d'y réfléchir ou peut-être à vous à ce moment-là d'investir dans un jouet si vous voulez complexifier les choses, mais vous pouvez aussi avoir un support qui a plusieurs tiges qui permettent de différencier éventuellement des anneaux de différentes couleurs ou alors différentes formes. Ça existe, hein, un support par exemple avec 4 tiges et puis 4 formes différentes et on s'attend à ce que l'enfant répartisse les formes sur le support de façon peut-être ordonnée, c'est possible, ou alors il s'amusera à tout mélanger pour le fun, je sais pas. Mais enfin en tout cas ça lui apprendra à empiler. Et la deuxième activité que votre enfant est amené à faire assez rapidement, c'est une activité d'emboîtement. La première que Maria Montessori recommande, elle est très connue, c'est une petite boîte en bois toujours, avec un petit tiroir et un petit trou au-dessus de la boîte. L'enfant met une balle dans le trou et en ouvrant le tiroir se rend compte que la balle est toujours là. C'est une première approche vers la permanence de l'objet. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo quand on parlera de l'angoisse de la séparation, puisque ça va venir assez vite, hein, là du coup, moi mon fils il est déjà dedans, peut-être chez vous aussi votre enfant démarre un peu avant. On dit que classiquement c'est une angoisse qui arrive vers le 8e mois, mais bon c'est un paramètre, certains c'est plus tôt, certains c'est plus tard. Et du coup c'est important de faire des choses, des jeux et de montrer à l'enfant que les choses, quand elles ne sont pas visibles, sont quand même toujours présentes. Voilà. Donc dans ce petit jeu de balle qui va dans une boîte et qu'on ressort par le tiroir, l'enfant peut l'expérimenter plusieurs fois et c'est assez sympa. On peut faire ça, alors il peut aussi y avoir une boîte sans tiroir et donc du coup on peut faire ça à la maison assez facilement. Soit si on est un peu bricoleur, on récupère une boîte en bois, on prend une petite circulaire et puis on fait ses découpes. Soit si on n'est pas trop branché bricolage, il y a vraiment un truc hyper simple à faire, c'est de récupérer une boîte en carton. Donc je sais que c'est pas très montessorien de proposer une boîte en carton, mais franchement je pense que ça se fait quand même, hein. Vous prenez une boîte en carton, éventuellement vous la customisez si elle n'est pas très bien, vous la rendez un peu sobre en la peignant par exemple, et puis vous découpez un petit rond sur le dessus, vous dénichez une petite balle, alors de la taille d'une balle en ping-pong, mais si vous avez autre chose c'est mieux parce que la balle en ping-pong a l'inconvénient d'être un peu léger, donc si vous trouvez une petite balle dans un autre jeu, ça peut être pas mal. Vous la récupérez et puis vous faites une petite porte sur un des côtés de la boîte, ça permettra que l'enfant introduise la balle dans un trou et la récupère par un autre trou et voilà, il expérimentera très bien comme ça aussi les emboîtements. Vous pouvez aussi complexifier le truc si jamais l'enfant progresse en ayant une boîte qui contient plusieurs sortes de formes en trous, donc rond, carré, etc. Et pour jouer avec ça, vous pouvez utiliser des objets issus de jeux de construction en bois que vous aurez en parallèle donné à manipuler, parce que ça c'est un autre truc qu'on préconise dans la pédagogie Montessori, c'est de laisser l'enfant manipuler des objets en bois. Donc je vous les montre par exemple, j'ai pris volontairement des objets de la même couleur pour que vraiment leur seule différence soit leur forme. Et donc ces petits objets, l'enfant va les manipuler, les mettre à la bouche, se rendre compte que certains sont lisses, d'autres ont des angles et n'ont pas le même poids, etc. Donc c'est une première approche vers la géométrie, donc vers les mathématiques. C'est intéressant de le voir comme ça aussi, hein. On ne donne pas juste un bout de bois à son enfant, carrément on lui donne une possibilité
de découvrir des formes géométriques, c'est quand même vachement cool. Voilà, ces formes géométriques, donc vous pouvez les utiliser aussi avec les activités d'emboîtement. Autre chose que vous pouvez proposer à votre enfant, c'est de découvrir les fermetures, donc les choses qui se referment et qui se rouvrent, et notamment les planches à verrou, donc puisque ces fermetures du coup de porte vont être bloquées par différents systèmes. Alors, c'est pas obligé que ce soit avec un système de porte, ça peut être juste une planche avec des systèmes de fermeture accrochés dessus mais qui ne servent pas à ouvrir quoi que ce soit. Perso, comme j'ai jamais eu le temps de bidouiller cette fameuse planche que j'aurais adoré bidouiller, j'en ai acheté une chez Melissa et Doug. Je vous la recommande pas parce que elle est très lourde. Elle est assez compliquée au niveau système de fermeture. Mon enfant il a réussi sur le tard. Je sais pas, il est peut-être moins fort que les autres mais je crois pas, il n'était pas spécialement en retard en motricité, donc je pense qu'elle est vraiment pas simple et que du coup les enfants quand ils arrivent à faire ça, ils arrivent à un âge où ça les intéresse un petit peu moins, donc je vous la recommande pas spécialement, d'autant que par rapport au prix ça vaut 25 € je crois. Par rapport au prix, vous voyez là j'arrive même pas, elle a parfois des trucs qui sont un peu difficiles à ouvrir, donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage, mais sinon par contre le fait d'expérimenter pour l'enfant différents systèmes de fermeture, ça par contre je trouve ça super cool, donc si vous avez, je sais pas, un grand-parent bricoleur qui est ok pour vous mettre des systèmes de fermeture sur une planche et qu'ensuite vous pouvez laisser votre enfant manipuler un truc comme ça, à mon avis c'est bon plan. Autre chose, dernière chose en motricité fine que vous pouvez laisser expérimenter à votre enfant, et ceci très tôt, c'est ce qu'on appelle les ball trackers. C'est un système, donc vous avez 2 supports verticaux entre lesquels il y a des rampes et en général on a une balle qui avance sur ces rampes, donc elle avance, elle tombe dans un trou, elle avance, elle tombe dans un trou, etc. Et ça permet à l'enfant de voir comme ça cet objet en mouvement qui avance sans qu'on ne le touche, qui peut aussi voir en fonction de l'inclinaison de la rampe que ça va plus ou moins vite, qui peut aussi voir que quand il y a un trou, la balle change de mouvement, donc ça peut être sympa à observer pour lui. Alors c'est pas un ball tracker, mais je vous encourage à aller sur le site brindille.fr et à regarder la rampe de course qu'ils ont, parce que je trouve qu'elle est pas mal, je l'ai déjà expérimentée en ludothèque et je la trouve chouette. Voilà, donc je voulais vous la recommander. C'est tout pour tout ce que je voulais vous dire sur la motricité. On va maintenant parler un petit peu du coup de l'approche du langage. Pour soutenir son langage, l'enfant a besoin d'expérimenter des choses par sa manipulation. Et donc par exemple, on va vouloir développer un petit peu, parler un petit peu des animaux avec lui, et bien on va lui mettre en main des figurines avec du coup des petits animaux, donc ça ils sont de la marque Schleich que je vous recommande parce que je trouve que les finitions sont plutôt pas mal. Je reproche à cette marque de pas forcément faire des animaux à échelle, mais par exemple dans la famille éléphant, le papa est plus grand que la maman et le petit éléphanto est à échelle, donc ça c'est pas mal. C'est d'une famille de, voilà, par exemple un éléphant et un hippocampe, là les proportions sont pas respectées. Voilà, d'une famille à une autre, les proportions sont pas respectées, ça je trouve ça un petit peu dommage, mais je pense que ça aurait été compliqué, donc je les excuse, mais voilà, j'aime quand même beaucoup cette marque et donc du coup je trouve que c'est pas mal de laisser à disposition un petit panier avec quelques animaux dedans et ça va permettre de nommer des animaux qu'on n'aurait peut-être pas sinon nommés dans le quotidien, hein, parce que perso je croise pas très souvent d'éléphants. Anon c'est pareil, hein, on dit souvent un âne, mais le bébé de l'âne tout le monde ne sait pas que c'est un anon, et puis hippocampe, franchement dans les histoires il n'y a pas souvent des hippocampes, donc enfin voilà, j'ai pris cela au hasard, en fait on en a d'autres, mais c'est intéressant de renouveler le stock. Parfois, dans la pédagogie Montessori, on demande à ce que ce soit vraiment classé. C'est-à-dire que vous mettez les animaux qui vivent dans le froid, les animaux qui vivent dans la forêt, les animaux... Enfin voilà, vous classez de la savane, etc. Pas tout mélanger. Toujours, pédagogie Montessori, c'est de l'ordre et privilégier la qualité à la quantité. Voilà. En fruits et légumes... Qu'est-ce qu'il a joué avec tout à l'heure? Je ne sais plus où il est parti. J'avais un citron, mais il a disparu. Donc il me reste que la petite clémentine. En fruits et légumes, vous pouvez facilement récupérer des trucs d'une dinette. Et pareil, même système, ça vous permettra de nommer différents fruits, différents légumes. Et si vous trouvez des trucs un petit peu exotiques, ça peut être sympa
ananas, papaye, fruits de la passion, trucs comme ça peut être sympa parce que c'est des choses que vous aurez peut-être pas souvent dans les mains et donc vous pourrez pas forcément souvent nommer, donc si vous les trouvez en objet c'est chouette. Sachant que parfois, je voulais juste vous montrer anecdotiquement que parfois vous avez moyen aussi d'en trouver en bois, que ce soit pour les animaux ou pour les fruits ou légumes ou autres, que vous laissez du coup dans des petits paniers dans le but de les nommer. Vous pouvez laisser avec des petites cartes qui permettent de voir que cet éléphant par exemple, il est visible en 3D, mais si on le prend en photo et qu'on le met sur une petite carte qu'on plastifie, il sera toujours le même éléphant, mais juste il sera en 2D. Et l'enfant, au fur et à mesure qu'il va grandir, va du coup après être capable d'associer que une image plate représente en fait quelque chose qui est en fait avec un volume. Et l'idéal étant après qu'il voit ce truc en vrai et que par exemple voilà, vous avez un chat à la maison, il voit que le chat existe, le chat en figurine, le chat en image, et ça lui permet de voir combien le monde est vaste, et je pense que c'est quand même assez intéressant. Donc ça c'est dans l'approche du langage, donc d'avoir des petites cartes, on les appelle les cartes de nomenclature. Vous pouvez les constituer vous-même avec une plastifieuse à la maison, et vous pouvez aussi avoir des petits supports, donc on parle d'imagier, vous connaissez sans doute déjà le terme, des petits supports dans les livres. Je voulais juste finir par ça, vous montrer que dans les imagiers vous avez parfois des fraises qui ressemblent à ça. Donc là cette fraise a des yeux, une bouche. Vous avez parfois une tomate qui a des bottes. Très bizarre, non? Et puis, vous avez d'autres imagiers qui, par contre, sont vachement plus réalistes. Là, la tomate, c'est juste une tomate. Et la fraise, c'est juste une fraise. Et ben, je pense que quand vous choisissez vos imagiers, c'est ça qu'il faut regarder. C'est est-ce que ça correspond à la réalité ou pas? Parce que si ça s'en éloigne trop, ça perd un petit peu son intérêt. Je pense qu'il faut vraiment essayer de proposer à l'enfant des images qui représentent le plus possible la réalité. Des objets qui sont le plus possible esthétiquement beaux et bien terminés. Voilà, des choses vraiment qui lui permettent de comprendre vraiment la vraie vie. Voilà, pas des choses adaptées bébé. Et pareil dans les lectures que vous lui faites, vous pouvez tout à fait lui lire des choses qui parlent du système solaire, qui parlent de la transformation de la chenille en papillon, du tétard en grenouille. C'est tout à fait possible d'aborder ces sujets-là, même avec un tout petit. Ne vous dites pas, il est trop petit, on en parlera plus tard. Tout ce que vous allez lui expliquer sur la vie, ça va pas forcément être compris, je suis pas en train de dire ça, mais ça va lui ouvrir un petit peu la porte au monde, et je trouve que c'est assez intéressant, assez sympa à faire avec son enfant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'espère que j'ai pas été trop longue. Si vous aimez cette vidéo, vous mettez un petit pouce comme d'habitude. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez d'autres idées ou d'autres choses que vous faites dans le cadre de la pédagogie Montessori, donc les idées c'est notamment pour les astuces de trucs à bricoler soi-même, bah, ça m'intéresse. N'hésitez pas aussi à en parler. Abonnez-vous bien sûr si c'est pas le cas encore. Et puis du coup dans une prochaine vidéo, je sais pas si ça sera vraiment la prochaine, mais dans une prochaine vidéo on parlera de l'angoisse de la séparation, parce que ça y est, je pense que ça va devenir un sujet qui vous intéresse si vous avez un bébé qui a à peu près le même âge que le mien. Voilà, donc je vous dis à très vite.